comme ça, il n'y a pas de surprise. Les voilà. Alors évidemment, il y aura des personnes à la fin, une ou deux personnes qui vont monter parce qu'ils vont écrire des questions qui vont pouvoir vous questionner, mais voilà, sur des choses qu'ils veulent savoir. Alors, bonjour les amis, nous sommes là, comme je vous l'ai promis, ça va être un moment exceptionnel. Partagez et tapotez le live un maximum de fois. Oui, Reine, je sais que tu es là. Tu as attendu ce moment pendant un bon moment. Alors, nous avons la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, mais qui prend quand même le temps de nous consacrer un peu de temps pour nous enseigner parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, je vais le laisser se présenter et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui, parce que, comme dit, c'est un homme très occupé. Donc, on a beaucoup de chance de l'avoir. Donc, je vais retourner ma caméra, les amis, et vous allez pouvoir découvrir la personne avec qui, aujourd'hui, nous allons parler. Donc, on est toujours à la recherche de la vérité de l'Afrique. Oui, pas celle qu'on nous écrit, mais juste celle qui se transmet de génération en génération ici sur nos terres. Donc, je vais vous demander de tapoter et de partager ce live un maximum. Pour que tout le monde puisse assister à ce moment, parce que malheureusement, voilà, ça va être un cours, voilà. Oui, je sais, vous êtes tous là, je sais. Alors, je vais retourner ma caméra. J'espère que vous êtes bien accrochés, les amis, parce que là, voilà. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter pour les gens qui sont là à travers le monde et qui nous suivent. Qui êtes-vous? Parce que moi, je vous appelle professeur, donc je voudrais que vous nous disiez d'où vient ce nom de professeur. Qui êtes-vous? Je suis Dateng Seribedo, beaucoup plus connu sous le nom à l'état civil de David Kofieza. Je suis enseignant du FA. En fait, j'enseigne le FA et j'enseigne la civilisation noire. Tout le nom de professeur parce que j'enseigne dans certaines universités et également j'ai mes écoles privées où j'enseigne également le FA, le vaudou, la vertu des éléments depuis l'an 2000. Donc ça fait 23 ans bientôt que j'enseigne. Et actuellement, je suis le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Et moi-même, je suis Bokonon, donc Bokonon veut dire un prêtre du Fa, donc je consulte le Fa. Je suis dans les plantes également et je suis dignitaire du culte vaudou. Mes pères m'ont demandé de venir présider le Conseil national des cultes endogènes du Bénin. J'étais président, je suis ancien président de Bénin Tofa. C'est une association qui consulte le FA sur l'état de la nation depuis bientôt 18 ans déjà. J'ai été président pendant 12 ans et j'ai été également président de l'association des Fagbassa et Bokonon du Bénin, dont la grande association qui regroupe tous les Bokonon du FA du Bénin. Je l'ai également présidé pendant aussi 12 ans avant de passer le témoin. Donc voilà à peu près ce que je fais. Alors, vous venez de dire un mot très important parce que vous nous avez dit que, donc, apparemment, votre science donc, qui fait partie de la culture africaine, est prise en compte au niveau de l'État. C'est pris en compte au niveau de l'État. Même actuellement, il y a le professeur Capo-Maouillon qui a même mis en place au niveau du département d'être là-bas un laboratoire du FA. Et beaucoup de choses, beaucoup de recherches se font également à ce niveau aussi. Donc, il faut dire que le FA, depuis 2005, est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, le Bénin a tout intérêt à s'y accrocher. Donc, comme patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, ce que vous nous dites est tout simplement exceptionnel, parce que c'est vrai que quand beaucoup de gens nous parlent de la science, on estime que cette science dont nous parlons ne peut pas développer l'Afrique parce qu'elle n'est pas matérielle. Donc, je suis contente, et les amis, nous tous d'ailleurs, d'apprendre que depuis 2005, l'UNESCO a reconnu le FA comme patrimoine immatériel
de l'humanité. C'est quelque chose d'exceptionnel. Là, franchement, les amis, j'espère que vous êtes tous là. Alors, j'aimerais vous poser des questions par rapport voilà, à ce phare. Alors, quelles sont les valeurs africaines qui priment pour la jeunesse selon vous aujourd'hui? Déjà, avant d'y aller, il faut déjà dire que les valeurs morales et surtout les valeurs civilisationnelles de l'Afrique noire étaient enseignées dans les couvents. C'est maintenant que nous sommes en train de faire des discussions pour élargir ça au niveau du citoyen lambda. Donc j'ai été interné, donc j'ai fait l'immersion spirituelle pour devenir d'abord adepte puis après dignitaire. Et pendant mon séjour au couvent, pendant le séjour d'immersion spirituelle, on nous enseigne les valeurs morales. Et l'une des premières valeurs qu'on nous enseigne, c'est d'abord l'humilité. C'est-à-dire que quoi qu'en soit ce que vous détenez, quoi qu'en soit votre puissance, quoi qu'en soit votre capacité financière sur cette terre, il faut être humble. Parce que ce que vous détenez, d'autres à côté détiennent plus que ça, mais ne font pas autant de bruit. Or, la jeunesse aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Quand on a un peu de moyens, on veut faire comme les Européens, on veut faire comme les Américains. Et le matu vu a pris le pas sur l'humilité. Et en dehors de l'humilité, on nous enseigne les valeurs comme la solidarité. Parce que la tradition estime que le salut de l'humanité n'est pas individuel, le salut est collectif. Soit on a le salut ensemble, soit on va mourir ensemble. Donc on nous enseigne la solidarité, donc le devoir de secours envers les autres. Et ce sans fanfaronnade. Ce n'est pas que vous assistez quelqu'un, vous êtes solidaire envers quelqu'un, que vous êtes obligé d'aller propager ça sous tous les toits. Non, la tradition refuse ça. Et l'autre valeur qu'on nous enseigne, c'est la fraternité. C'est très important parce que autant que nous sommes sur la planète, nous sommes tous des frères. Donc la tradition estime que c'est pour ça qu'on nous appelle des non-vies. Non-vies, c'est-à-dire que même si vous êtes issus de deux familles différentes, quand vous vous retrouvez, on s'appelle non-vie. Non-vie veut dire simplement l'enfant de ma mère. C'est-à-dire que pour la tradition, nous sommes tous issus d'une même énergie matricielle. Donc nous sommes tous issus d'une même femme. Mais en dehors de ça, il y a par exemple les valeurs comme l'abnégation, comme la réflexion avant l'action, très important qui est enseigné. Il y a également l'amour d'abord du travail, parce que la tradition estime que tout homme a droit au travail et a également le devoir d'en exercer un qui soit licite et utile pour la communauté. Donc, on ne va pas vendre la drogue pour dire qu'on fait un travail. On ne va pas vendre des armes pour dire qu'on fait un travail. Non. Il faut que ce travail que vous faites soit licite et utile pour la communauté. Et en dehors de ça, on nous transmet également des valeurs comme le partage par exemple, comme l'union par exemple, et plein d'autres choses, mais au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, j'estime, j'ai même écrit un document là-dessus, nos valeurs morales pour une profonde refondation sociale. Parce que notre société est en perte de vitesse, il faut la refonder. Et pour refonder cette société-là, il faut la refonder sur des piliers solides qui sont les valeurs morales. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement singé les Blancs que nous sommes en perte de valeur exactement comme les Blancs. Et cette perte de valeur-là s'observe à beaucoup de niveaux, de sorte que ceux qui ont encore quelques vertus au niveau de leur comportement, ils sont en quelque sorte humiliés, ils sont en quelque sorte considérés comme des attardés. Mais ceux qui pratiquent des contre-valeurs sont promus même dans la société. Quand vous voyez quelqu'un qui est promu dans la société, c'est qu'il a fait la corruption, des gens qui ont détourné le denier public, ce sont ceux-là parce qu'ils ont des moyens, ils ont volé l'État par exemple, ils ont des moyens, ce sont ceux-là qui sont promus. Or, pour la tradition, le bien commun est sacré et il faut respecter. Donc, pour nous, il faut ramener ces valeurs-là au niveau de la jeunesse africaine pour pouvoir sauver cette jeunesse-là. Alors, vous avez parlé des couvents. Évidemment, je pense que ce n'est pas les mêmes couvents qu'on entend en Occident. Donc, j'imagine que ce sont les lieux de transmission de ces valeurs aujourd'hui. Il n'y a pas que le couvent n'est pas ici chez nous comme seulement lieu de transmission des valeurs, mais également c'est un lieu de transmission de la haute connaissance, de la connaissance à l'état pur. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas dire aux citoyens lambda, quand vous rentrez dans le couvent, on vous le dit.
ce qu'on peut cacher à l'humanité, on vous le dit à l'intérieur du couvent. Mais également, c'est le lieu de transmission de la maîtrise et de la manipulation des énergies. Quand je parle d'énergie, je parle des éléments. Par exemple, l'élément terre qui est défié chez nous sous forme de Sabata, l'élément eau qui est défié chez nous sous forme de Torosu, l'élément air qui est dans, l'élément feu qui est Rebeso. Donc, c'est le lieu où on vous transmet les connaissances liées à la manipulation et à la maîtrise de ces éléments-là, donc de cette divinité-là. C'est dans le couvent. Mais également, c'est le lieu où on nous enseigne également la maîtrise de la vertu des éléments, que ce soit les éléments du règne minéral, les éléments du règne végétal, les éléments du règne animal. Chaque élément, qu'est-ce que cela peut faire pour sauver l'homme en matière de santé physique, en matière de santé morale, en matière de santé financière, en matière de santé psychique et autres, même spirituelle, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, dans ce moment-là, on transmet toutes ces connaissances-là aux adeptes, aux dignitaires. Ok. Alors, que faut-il changer selon vous? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'Afrique, où, comme vous l'avez dit plus tôt, nous avons pris le modèle occidental et finalement nous avons aussi pris ce qu'il y a de mieux chez eux, mais aussi ce qu'il y a de pire chez eux. Alors, selon vous, quel comportement il faudrait changer pour le bien-être collectif et le bien vivre ensemble? C'est une situation d'adaptabilité, parce qu'il faut reconnaître que notre civilisation, notre tradition a également, par le passé, pris des choses qui sont bien au niveau de la civilisation occidentale et les a incorporées, les a adaptées. Et aujourd'hui, il y a lieu maintenant de voir les fondamentaux de notre tradition, de notre civilisation, et voir ce qui peut être compatible, qu'on peut puiser dans la civilisation occidentale et les adapter. Mais tout ce qui est contre-valeur et qui ne cadre pas avec nos réalités endogènes, il faudra les sortir de nos comportements. Donc, il y a lieu de trier et de réadapter certaines, certaines valeurs occidentales que nous partageons, que nous avons en commun avec notre tradition et les intégrer. Donc, c'est une inculturation qu'il faudra faire aujourd'hui et cela nous permettra de sortir tout ce qui est négatif et qui constitue des contre-valeurs au niveau de la tradition. Okay. Donc le but, c'est pas de les rejeter. Non, on ne peut pas rejeter ça systématiquement. Vous savez, les nouvelles technologies, par exemple, ça nous permet, par exemple, de vulgariser la connaissance endogène. Ça nous permet de vulgariser nos valeurs morales. Et ça nous permet également d'atteindre la jeunesse, peu importe où il se trouve sur la planète. On peut exploiter ça. Aujourd'hui, nous faisons des consultations via WhatsApp. La personne peut être au Canada, aux États-Unis ou en Belgique. On fait la consultation et on peut filmer la consultation, faire l'interprétation et lui envoyer à l'instant même où c'est fait. Donc, on ne peut pas rejeter tout ce qui vient de l'Occident. Non. Mais il y a également, par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas développé de grandes industries, par exemple, pour en quelque sorte réaliser des liqueurs et autres. Donc, non pas d'industrie pour distiller notre alcool. Donc, on est obligé, par exemple, d'importer du gin royal, par exemple, de la Hollande, du rhum Saint-James, de la Martinique, ainsi de suite, que nous utilisons à nos divinités ici. Et nous appelons ça rum hanihan, c'est-à-dire que la boisson qui est venue par bateau, parce que hier, ça venait par bateau. Donc, on ne peut pas rejeter tout d'emblée parce que pourquoi qu'on dise, il y a un certain nombre de comportements occidentaux qu'on retrouve dans nos valeurs morales, dans nos valeurs traditionnelles ici au Bénin et même partout en Afrique. Donc, tout ce qu'il y a de positif, on les adopte. Mais tout ce qui est contre-valeur, on est obligé de les rejeter. Ok. Alors, selon vous, comment évolue la relation intergénérationnelle? Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai passé énormément de temps avec ma grand-mère autour du feu et il y avait cette bienveillance et ce respect de l'ancien. Est-ce que ce respect continue encore aujourd'hui de nos jours? Quel est le rapport entre les jeunes et les personnes plus âgées? Il faut reconnaître que ces 30 dernières années, notre pays, je me dis que c'est la même situation un peu partout en Afrique noire. Notre pays est plongé dans un conflit générationnel. On est dans un conflit générationnel majeur, mais ce conflit est occasionné par les néo-religions, surtout excusez-moi de stigmatiser, les églises évangéliques.
ces 30 dernières années, ces églises ont proliféré au niveau de notre pays, de sorte que pour trouver faits et causes au niveau de la population, toutes les personnes âgées qui ne sont pas dans l'église sont systématiquement stigmatisées et taxées de sorciers ou de sorcières. De sorte qu'il y a un vide, un grand fossé entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Donc le problème qui se pose aujourd'hui comme conséquence, c'est qu'on n'a pas, l'ancienne génération n'a pas su transmettre à la nouvelle génération les valeurs morales, les connaissances anciennes, les pratiques, le respect et tout ça, on n'a pas pu transmettre parce qu'on les a taxés de sorciers, de sorcières et il y a eu une séparation étanche entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, de sorte qu'il n'y a pas eu de passation et on attend que ces gens-là meurent pour les enterrer au village. Mais avant ça, rien. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de transmission, ni de valeur, ni de connaissance, rien du tout. Et ceci, depuis les 37-30 dernières années, le Bénin souffre énormément de cela. Et cela a beaucoup affecté la nouvelle génération qui aujourd'hui a perdu complètement un certain nombre de repères. C'est-à-dire que hier, les soirs, en attendant que maman prépare la pâte du soir, c'est quand tout le monde s'agglutine autour de Pépé ou de Mémé et on raconte une histoire, on raconte des allégories. Et l'objectif de ces allégories-là, c'est qu'à la fin, on tire une moralité. Et cette moralité permettait de moraliser la jeunesse, de leur enseigner un certain nombre de valeurs. Même la jeune fille, cela leur permettait de savoir comment se comporter quand elles seront une fois mariées dans la belle famille, comment se comporter, tout ça. Donc, toutes ces transmissions-là ont été coupées du coup parce qu'on a dit ils sont sorciers ou elles sont sorcières et puis c'est terminé. Donc, on a éduqué cette dernière génération que nous avons aujourd'hui, ou deux dernières générations que nous avons aujourd'hui, sur la peur de la sorcellerie. Et aujourd'hui, on trouve la sorcellerie partout. Si votre maman ou votre papa refuse d'aller à l'église, on dit que c'est parce qu'elle est sorcière. Alors que c'est une question de conviction personnelle. Tout le monde ne peut pas singer les blancs. Et tout le monde ne peut pas se faire, je dirais, arnaquer spirituellement. C'est de l'arnaque spirituelle. Parce que ces histoires-là qu'on nous raconte ici n'existent pas. Et ces allégories ne correspondent à rien ici. Or, nos parents avaient leurs dogmes, leurs allégories, leur manière de transmettre pour faire de vous un homme à part entière, un homme accompli. Aujourd'hui, même quand on rentre dans la rue, aujourd'hui on sent qu'il n'y a pas d'éducation. On a un problème d'éducation, il n'y a pas d'éducation et chacun dit ce qu'il veut. On insulte les grandes personnes comme on veut, alors que nous n'avons pas cette culture-là. Quand une personne âgée parle, on baisse la tête. On ne regarde pas dans son visage. Aujourd'hui, le jeune regarde le vieillard et l'insulte dans le visage. Et tout ça fait que notre civilisation est en train d'être fragilisée. Mais je pense qu'il faut commencer par faire ce genre de choses pour commencer par reconscientiser la grande masse et réformater maintenant nos ménages. Alors, justement, je voulais vous demander quel impact ont les religions, parce que l'islam, le catholicisme sont rentrés finalement en Afrique et où nous-mêmes nous avions des traditions, nous avions une certaine culture. Quelle religion a eu, voilà, quel impact ils ont eu sur notre identité? L'impact que ces religions exogènes ont eu sur notre identité, c'est le reniement de soi. Le premier impact, c'est le reniement de soi. C'est-à-dire que l'Africain, au nom de la religion importée, refuse de s'assumer, a honte de ce qu'il est et de ce qu'il a. Donc, il y a le reniement de soi et il y a le nivellement, l'auto-nivellement par le bas. C'est-à-dire que tout ce qui est bon, tout ce qui est positif doit venir de l'Occident. Le noir n'est capable de rien. En fait, aujourd'hui, le problème n'est plus un problème des blancs. Non. Le problème, c'est nous-mêmes aujourd'hui. Parce que les blancs sont venus, les missionnaires sont venus, ils ont fait des trucs, ils sont partis. Mais ils ont laissé nos propres frères en lieu et place qui ont continué et qui font avec beaucoup de zèle ce que les blancs avaient fait ici. De sorte que ce sont les noirs qui recolonisent les noirs à tel enseigne que
le noir a honte de lui, même a honte de la couleur de sa peau. Et ceci est rentré tellement dans la génération actuelle que une femme qui n'a pas, qui ne s'est pas dépigmentée n'est pas une bonne femme, n'est pas une femme civilisée. Pour être civilisée aujourd'hui en Afrique, il faut se dépigmenter. C'est une hérésie mentale. Et ça, il faut faire comprendre ça aux gens. Que notre peau, là, on n'a pas à avoir honte de la couleur que nous portons. On n'a pas à détruire notre peau, à exposer notre peau au cancer pour dire qu'on est civilisé. Ça n'a rien à voir avec la civilisation. Au contraire. Et autre impact, c'est qu'il y a une dislocation des familles. Je dis dislocation des familles parce que si Pierre est dans telle religion et que Paul est dans telle autre religion, c'est que les deux ne vont jamais s'entendre. Parce qu'ils n'appartiennent pas à la religion. Chaque religion traite l'autre religion de religion satanique. L'autre aussi traite l'autre religion de religion satanique. Au point où on est des frères, même père, même mère, mais on ne peut pas s'entendre parce que la religion nous divise. Aujourd'hui en Afrique, un chrétien ne peut pas épouser un musulman. Ce n'est pas possible. Les parents vont s'y opposer. Même si le mariage est célébré, ils finiront par divorcer parce que l'islam considère le christianisme comme religion satanique. Le chrétien considère l'islam comme religion de terroriste, donc de satanique. Au bout du boulot, on va où? Et l'autre chose qu'il faut également observer, c'est l'instabilité des couples. Hier, dans nos familles, la fidélité était garantie par l'égrégore familial. Donc, quand la femme est dotée et qu'elle vient dans la famille, on la présente à l'égrégore familial, on la présente aux ancêtres. On dit, désormais, cette femme-là, elle est notre femme, elle est venue dans la maison, il faut la protéger et tout, et elle garantit sa fidélité. De sorte que si la femme a même l'intention de tricher, elle va commencer par avoir les défunts, et elle en aura peur. Mais aujourd'hui, la religion importée est telle que les gens refusent d'aller vers l'égrégore familial, se réfugient dans la religion, et commettent des impairs de façon normale, et ils ne sont jamais punis. Ils sont jamais punis parce que les gens ne les reconnaissent pas en tant que femmes de la maison. Donc, si elles font quelque chose, elles s'en foutent. Et au pire des cas, elles vont voir leur pasteur ou leur prêtre pour dire Seigneur, bénissez-moi parce que j'ai péché. Et puis on va vous dire bon, Dieu vous a pardonné. Et on reprend encore le même forfait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça a provoqué la dislocation des familles et l'instabilité, et surtout la fornication, l'adultère qui est presque légalisé. Aujourd'hui, l'adultère touche près de 8 couples sur 10. 8 couples sur 10 au Bénin aujourd'hui sont dans l'adultère. Et avec ça, on ira où? Mais sans oublier également le sectarisme et également le mépris, je ne peux pas dire la xénophobie au niveau de l'administration. Quand vous rentrez dans l'administration, il suffit qu'on sache que vous êtes de la tradition et que tous ceux qui sont évangéliques dans l'administration se liguent pour vous combattre jusqu'à ce que vous sortiez de l'administration ou alors vous rentrez dans leur religion. Et c'est la même chose partout. Or, la religion, c'est une question de foi. Et la foi, c'est individuel. On ne peut pas obliger l'autre à venir à votre religion parce que vous estimez que sa religion est satanique. Donc, ça a eu beaucoup d'impact. Et c'est en train de fragiliser, d'effriter notre société. C'est dommage, mais c'est la réalité. Alors, quels sont, justement, vous parliez du mariage. Quelles sont les valeurs du phare dans le mariage? Le valeur du phare dans le mariage, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau du phare, le couple qui doit se mettre ensemble doit être en mesure de partager un certain nombre de choses, de partager leurs charges, de partager leurs peines, de partager leurs joies, de partager leurs convictions. Parce que si la femme a une conviction qui va à gauche et que l'homme a une conviction qui va à droite, ils ont des convictions diamétralement opposées. Ce couple aura du mal à tenir dans l'espace et dans le temps. Donc, pour le phare, il faut que l'homme et la femme, les deux composants, garantissent une certaine
aisance financière, donc avoir un minimum de chaque côté. Si c'est seulement l'homme qui va tout faire, ça va capoter, parce qu'il finira par s'enlacer. Si c'est la femme qui va tout faire, l'homme va devenir un chiffon dans la maison, il ne servira à rien. Donc pour le faire, il faudrait que si l'homme apporte l'haricot, la femme apporte le maïs. Et les deux ensemble, le couple va subsister. Autre chose, pour le faire, la solidité, la stabilité d'un couple est basée sur trois choses. Je vais être clair. En dehors de l'aspect financier, c'est basé sur trois choses. La première chose, c'est le respect. La deuxième, c'est la fidélité. Et la troisième chose, les deux doivent se coller la paix. Donc, il y a le respect, la fidélité et la paix. Pour le faire, tout couple doit s'asseoir sur ces trois piliers-là. Et en dehors de ces trois piliers, l'homme doit pouvoir apporter l'haricot, la femme doit pouvoir apporter le maïs. Et mis ensemble, ils vont manger. Alors, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que le Fa prédit l'avenir? Son nom même, c'est Fakhaloun. C'est un nom d'origine sémite. Fakhaloun veut dire l'avenir, l'augure, le sort. Donc le rôle du Fa, c'est de prédire l'avenir. Mais en prédisant l'avenir, le Fa remonte vers le passé, puis le présent. C'est pour ça que quand on veut faire une consultation du Fa, on lance trois chapelets. Le premier, le central, est prédit l'événement, c'est tout ce qui se passe présentement. Le chapelet de gauche remonte au passé pour dire telle chose s'est passée et ce sont les conséquences de ça là qui contiennent aujourd'hui. Et celui de droite maintenant dit le futur, la résultante du passé et du présent, ce que ça va engendrer dans le futur. Il est dit. Et maintenant, en même temps, prévoir des dispositions, même des sacrifices qu'on peut faire pour aller corriger même le passé, pour améliorer le présent et conditionner le futur. Alors, on se demande, beaucoup de gens se demandent parce que, alors déjà, d'où vient le Fa? Moi, j'ai envie de savoir parce que beaucoup de gens nous racontent que le Fa vient de nos ancêtres égyptiens parce que nous sommes égyptiens. Donc, voilà, toutes les connaissances du Fa viennent de l'Égypte. Et d'où vient le Fa? Ils ont dit tout à fait vrai. Je vais l'expliquer. Avant l'Égypte, forcément, le Fa a émané de quelque part ou de quelqu'un. Mais pour ce qu'on sait, c'est que le Fa est connu en Égypte. Le Fa en tant que tel est connu en Égypte. Et c'est d'ailleurs la seule et unique science qui a été enseignée dans les écoles de mystère égyptiennes. La première université au monde qui a été créée en Égypte, c'était uniquement le Fa qui était d'abord enseigné dans cette université-là. Mais peu avant la chute de la dynastie des pharaons, le Fa est remonté en Éthiopie, puis au Soudan, et est resté là pendant longtemps. Et ce n'est qu'au 8e siècle que le Fa est remonté au Mali, à Tombouctou, au Mali, et qui était encore enseigné dans les universités de Tombouctou. Et c'est du Tombouctou que les enfants des notables nigérians sont allés étudier le Fa. Et on ramène le Fa au 12e siècle au Nigeria, précisément à Ile-Ife. Mais arrivé là, le Fa a subi une transformation. Quand ces jeunes-là sont allés, généralement c'est les enfants des rois et des ministres des rois qui allaient étudier au Mali à l'époque. C'était la référence en matière de science, de la pharmacopée. Parce qu'au Mali, on étudiait la pharmacopée, on étudiait la science, on étudiait le Fa, on étudiait l'astronomie, l'astrologie, et ainsi de suite. Donc, c'était la référence. Donc, c'est les enfants de ces notables nigériens qui sont allés chercher au 12e siècle au Nigeria, l'ont modifié. Sinon, avant le Fa, au Nigeria, en Égypte, était connu sous 16 lettres, seulement. Mais quand c'est venu au Nigeria, ils ont multiplié les lettres entre elles. 16 fois 16 pour donner 256. Donc la version actuelle du Fa que nous avons a pour source le Nigeria. Donc elle n'est plus égyptienne, elle a été retravaillée au Nigeria, à Ile-Ife. Et fait à la valeur et voilà, quelque chose qui nous ressemble qui nous ressemble beaucoup plus. Voilà. Maintenant,
du Nigeria, le Fa est venu au Dahomey en 1715, précisément le 15 novembre 1715, le Fa est venu au Dahomey. Donc ça fait environ 308 ans. Actuellement, ça fait 308 ans que le Fa est venu au Dahomey sous le roi Dosso Agadja. Et quand c'est venu ici, le Fa a subi une deuxième transformation. C'est-à-dire que les Dahomey lui ont arrimé des allégories, des légendes, des apologues et des sacrifices qui n'existaient pas au Nigeria. Donc, il est arrivé au Dahomey, le Fa a été dahoménisé. Donc, ça a été contextualisé au niveau du Dahomey. Et c'est du Dahomey que le Fa est remonté au Togo. Et du Togo, c'est parti au Ghana, et du Ghana, c'est parti en Côte d'Ivoire. Donc, voilà l'itinéraire du Fa. C'est passionnant, vraiment. Alors, on se pose la question, est-ce qu'avec le Fa, on peut développer l'Afrique? Le développement de l'Afrique ne peut pas se réaliser sans le Fa. Je vais vous donner quelques exemples. Parce qu'on dit chez nous, l'enfant qui ne sait pas d'où il vient ne saura où aller parce qu'il finira par se perdre. Quand le Fa est venu au Dahomey, le Fa était devenu un peu sur la boussole de la dynastie. Et si le roi doit faire quelque chose, c'est le Fa qui a permis au roi, parce que la dynastie faisait à peu près 44 hectares à l'époque. 44 hectares. Quand on dit Dahomey, c'est 44 hectares. Mais c'est le Fa qui l'a permis de quitter là-bas là, et de venir jusqu'à l'océan. D'aller jusqu'à l'est, vers Porto-Novo, et d'aller jusqu'à l'ouest, jusqu'à Irakondi. Et de remonter à Abomey. Et de continuer maintenant leur razzia jusqu'à la lisière de Parakou. Donc la dynastie était très étendue par le Fa. Je vais donner un exemple ponctuel. Quand le roi Guézo devait accéder au trône, le roi Guézo, c'est un roi qui a régné de 1818 à 1858. Il a fait 40 ans de règne. Il est roi 64 ans. Quand il est venu, avant qu'il n'arrive, il est allé se faire initier au Fa. Il a reçu son signe du Fa, qui est le Soti. Qui dit c'est-à-dire que tout ce qui vient du palmier a eu les sources de richesse. Et quand il a entendu ça, là, il a demandé à ce que à chaque nouvelle nation, à chaque nouvelle naissance, qu'on plante sur le cordon ombilical un palmier à huile. Et tout le monde, toutes les familles commencent à planter le palmier à huile. Et lui-même là, il a délimité plusieurs dizaines de kilomètres carrés où on a produit que du palmier à huile. En 10 ans, le Bénin est devenu premier exportateur mondial du palmier à huile. De 18 ans, de 1828 à 1868, même 10 ans après sa mort, le Bénin a gardé le pli, le Dahomey, voilà. Donc a gardé le pli de premier exportateur mondial du palmier à huile. Et ça a duré 40 ans. Pendant 40 ans, il était premier exportateur mondial du palmier à huile. Aujourd'hui, comment dirais-je, la Malaisie nous dépasse aujourd'hui. Or, ceux-là sont venus chercher le palmier à huile ici. Mais aujourd'hui, ils nous dépassent. Parce qu'on a laissé tomber tout ce qui concerne le Fa. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Alors, est-ce que tout le monde peut être initié au Fa? Tout le monde. Le Fa n'est pas racial. Que vous soyez européen, américain, asiatique, africain, vous pouvez être initié au Fa. Parce que le Fa est universel. Donc, si j'ai bien compris, le Fa n'appartient pas seulement aux Africains, non. Il appartient à l'humanité. À l'humanité. Voilà. Ok. Alors, on entend beaucoup de gens qui parlent justement de ce Fa, des écoles, voilà. Est-ce que le Fa, c'est quelque chose qu'on apprend dans les livres? On peut apprendre le Fa dans les livres, je vous dis la vérité. On peut apprendre le Fa dans les livres. On peut lire les livres du Fa comme référence. Mais on ne peut pas apprendre le Fa dans les livres. Il faut apprendre le Fa à Fabassa. Vous êtes dans la maison, il y a une dizaine d'apprentis dans la maison. Vous pouvez faire les cours théoriques. J'enseigne le Fa depuis 23 ans. Je donne les cours théoriques. Et quand je finis les cours théoriques, je demande aux gens, pas forcément chez moi, mais choisissez un bon Bokono qui a de l'influence chez lui, qui consulte tous les jours chez lui, et vous devez faire un stage là-bas, au moins de 3 ans. Minimum 3 ans. Et là, ça peut me faire d'avoir la main. On ne peut pas apprendre et pratiquer le Fa dans un livre. On peut utiliser un livre comme référence, mais jamais comme source d'apprentissage.
Donc finalement, les gens qui viennent nous dire qu'ils ont appris le Fa dans des bouquins. Non, 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 c'est pas. Ils ne peuvent pas maîtriser le Fa dans les bouquins. Parce que ça a des codes qu'on ne révèle pas dans les bouquins. Voilà. C'est très très intéressant. Alors j'ai des personnes ici qui ont très envie de vous poser des questions. Si vous permettez les questions des gens qui ont écrit des questions. Alors Reine est ravie de vous rencontrer évidemment. Depuis hier, elle était impatiente de vous rencontrer. Bonjour Reine. Bonjour, bonjour Marie-Agnès, bonjour le prêtre, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Mhm. Bon, Alors Reine, tu as des vraiment, questions. Alors j'ai vu que oui, Réveil a posé. Voilà, Réveil a j'ai des posé déjà des questions. questions. Hmm. Oui, oui, effectivement. Moi, je vais commencer par les questions parce que je suis tellement curieux, j'ai écrit tellement de questions ici. Et je voulais lui demander d'abord, est-ce qu'il est passé à la télé une fois? Il est déjà passé à la télé? Parce qu'il Alors, je ne sais ressemble pas beaucoup. si tu as écouté son profil. Oui, beaucoup, à mon avis. Euh, euh, Voilà, parce que une c'est... fois, j'ai regardé une vidéo. Voilà, il y a un prêtre phare qui est passé à la télé pour prévenir les jeunes contre l'utilisation de ces connaissances-là à des fins douteuses, où les jeunes ont commencé à se ruer voilà, vous voyez un peu. Oui, Je ne sais c'est pas si moi. c'est vous, c'était vous, C'est non? lui, c'est Oui, c'est lui. moi. Ah, ah, merci, merci beaucoup. Je me suis dit que je connais ce visage. J'ai regardé le reportage. Maintenant, voilà, vous avez dit le mot, le fa, c'est une langue sémitique. Est-ce qu'on peut même tirer même les origines du fa jusqu'en dans le monde sémitique, genre plus loin encore que l'Afrique? Oui, bon, vous savez, les Sémites, à l'origine, n'étaient pas hors d'Afrique. Les vrais Sémites étaient des Africains, en fait. Mhm, C'est d'Afrique. Et c'est vrai qu'ils ont été en quelque sorte arabisés par la suite, mais la mhm, source du phare ne dépassait pas les Sémites, parce qu'il faut reconnaître aussi que pendant ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la Mésopotamie mhm, qui regroupe l'actuel Iran, Irak, Turquie, Jordanie, Égypte, Yémen et une partie de la Syrie, et où le phare avait déjà étendu ses tentacules partout. C'est pour ça que quand on doit lire le phare ou écrire le phare, on le lit comme l'arabe, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, en fait. mhm, Et ça, il faut rappeler que c'était pour suivre l'ancienne rotation de la Terre. Parce qu'avant, mhm, la Terre se levait à l'ouest et se couchait à l'est. Donc, c'était cette rotation-là qu'on suivait. Maintenant, si on doit aller beaucoup plus loin, c'est qu'il faut remonter jusqu'à l'alphabet d'Enoch. mhm, Il faut remonter jusqu'à l'alphabet mhm, d'Enoch parce que le Fa comporte 16 lettres. Or, l'alphabet d'Enoch également comporte 16 lettres. Il y a les 4 points cardinaux qui étaient hiéroglyphiés, plus les 12 signes de zodiaque qui sont également hiéroglyphiés. Et l'ensemble de ces 16 lettres de l'alphabet d'Enoch constituaient les 16 lettres du Fa. mhm. Maintenant, est-ce que le fa nous permet de communiquer avec Dieu directement? Le Fa nous permet de communiquer avec l'invisible. Mais dire de communiquer Mhm, avec Dieu, ça peut être un abus spirituel, mhm, parce que euh, la conception ou la mentalité humaine est incapable de concevoir Dieu. C'est-à-dire que ne fût-ce que mhm, mentalement, nous ne pouvons même pas concevoir Dieu à cause de mhm, son immensité, à cause de sa grandeur. C'est pour ça que la mhm, tradition reconnaît Dieu sous 3 dimensions. On l'appelle Mao, c'est-à-dire Ndemaru, l'être dont rien ne surpasse. Ndemaru, l'être que rien et personne ne peut tuer. Mao, c'est-à-dire l'être qui s'est fait chair. C'est pas ces 3 noms qu'on désigne l'être suprême. Parce que ça, ce n'est qu'une approche, ce n'est qu'une notion approximative. Mais nos aînés
disait toujours dans la tradition que l'espèce humaine est incapable de cataloguer Dieu, ne fût-ce que mentalement. Alors, Réveil, tu es monté parce que toi, j'ai vu que je t'ai invité à monter parce que je sais que tu es très, très intéressé par ça et j'ai vu que tu avais des questions. Alors, est-ce que tu veux poser une question au professeur? Ton micro est muté. Bonjour, Réveil. Réveil, si tu ne puis pas poser ta question, tu vas être frustré, hein? Je le sais déjà. Réveil, tu es là? Attends, je peux poser sa question parce que peut-être que son micro dérange. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas comment je dois appeler le prêtre Fa ou Professeur, bien. on l'appelle professeur. Ah, ok, professeur. Bonjour, professeur. Bien, et je suis contente de faire votre connaissance ce matin. Je suis jalouse de Reine parce qu'elle vous connaît déjà. Hein, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Et comment elle peut vous connaître avant moi? C'est quelque chose, hein? Bon. Alors, la question que Réveil avait posée en commentaire, c'était celle-ci. Quelle est la différence entre un sorcier et un traditionnaliste? D'accord. Je vous le pose en deux temps. Déjà, la sorcellerie, la conception que nous avons, la sorcellerie, c'est une conception erronée. Ce que nous vient de l'Occident, c'est une conception erronée. Parce que la sorcellerie, c'est une connaissance, au même titre que le phare, le vaudou et tout. Maintenant, dans cette connaissance-là, il y en a d'autres qui ont une capacité de nuisance. Donc, qui ont détourné. Voilà. Ok. Au départ, c'est une connaissance qui était mise en œuvre pour sauver, aider la population. Je vous donne deux exemples très simples. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, généralement c'est une connaissance qui est développée par les matrones. Les matrones, c'est les sages-femmes accoucheuses qui accouchent à la maison, qui ont développé cette connaissance-là. Donc, hier, nous, on ne connaissait pas la césarienne. Donc, quand l'enfant se présente sous forme transversale, par exemple, présente le siège, on va l'accoucher normalement par voie basse. On a des connaissances ésotériques. Sur ces connaissances-là qu'ils ont cataloguées, ils ont dit que c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui est malade et qui est à 1000 km, je donne un exemple, qui est à 1000 km, qui est malade et qui a besoin d'un médicament pour être guéri. Et le temps qu'on doit mettre pour parcourir les 1000 km pour aller le guérir, la personne peut mourir. En 2 secondes, on peut lui mettre l'ensemble de ce médicament-là dans le corps. En 2 secondes. Il peut recevoir ça tout dans le corps. Mais quand, vous savez, l'espèce humaine, qui peut le plus, peut le moins. Ils ont compris que par ce même processus, ils peuvent rendre un homme sec malade. Par ce même processus, on peut remettre le diabète dans le corps en 2 secondes. C'est que à l'instant T, vous êtes normal, mais 2 secondes après, vous devenez diabétique. À l'instant T, vous êtes normal, mais 2 secondes après, on vous met des tessons de bouteilles dans le corps. Vous commencez par sentir des douleurs dans le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, cette dérive-là existe partout. Et ce n'est pas au niveau de la connaissance seulement. C'est comme la bombe atomique, par exemple. La bombe nucléaire peut nous permettre d'avoir de l'électricité. Mais cette même bombe peut enrayer le bénin de la carte du monde. Est-ce la bombe qui est mauvaise ou l'usage qu'on en fait? Donc, tout le problème de la sorcellerie aujourd'hui en griffe se résume à ce niveau-là. Est-ce que le couteau qui a servi à préparer à manger et qui tue après, est-ce le couteau qui est mauvais ou l'homme qui s'en est servi? Le problème de la sorcellerie aujourd'hui, ce n'est pas le sorcier qui est mauvais, mais c'est l'intention que le sorcier a et le fait de détourner la connaissance de la sorcellerie vers le côté négatif qu'il faut déplorer. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre le tradit praticien et la sorcellerie? Je ne pense pas. Il peut y en avoir. Je dis il peut y en avoir si le tradit praticien n'est pas initié à cette. Parce que c'est une société secrète. Si le tradit praticien n'est pas initié à cette société secrète-là, il est un tradit praticien ordinaire et sa capacité de guérison aura des limites. Mais s'il est initié à cette société secrète, il n'est pas obligé de faire le mal.
il n'est pas obligé de faire le mal. Il fait le mal en son âme et conscience. Mais il a une capacité incommensurable pour être efficace. C'est ce que je peux vous dire. Ok, alors Merci. Nikam, Camille, je te prends. Aujourd'hui, tu vois qu'on ne parle pas de fourmis ou de quoi que ce soit, mais j'imagine que tu as une question. Et voilà. Donc, je te permets de Marie, poser ta question. Oui, une Marie, seconde. est-ce que je peux poser la question de Mbaki? Comme ça, je pose les questions qui sont en commentaire. Je pose les questions qui sont en commentaire et puis après, Camille pourra poser sa question. Mhm. Ah, ok. Alors, il y a que Baki dans les commentaires qui a demandé, la technologie n'a-t-elle pas une influence dans notre culture? La technologie a forcément une influence dans notre culture, une influence à double vitesse. C'est-à-dire que ça a une influence négative, ça a une influence positive. Une influence négative parce que ça a permis à certains mal intentionnés d'utiliser la technologie pour arnaquer, Mhm. pour profaner nos réalités, mais également pour vendre de l'illusion aux gens. Mais en même temps, cette technologie a influencé positivement la tradition parce que ça a permis de beaucoup plus vulgariser le bon côté de la tradition. Je ne dis pas que tout est parfait dans la tradition. Je vais les Non, proposer, vous. non, tout n'est pas parfait dans notre Donc, vous tradition. les mettre les Il y a des choses mais les qu'on peut portefeuilles. encore corriger, il y a des choses qui sont corrigibles. Donc, ça a permis aujourd'hui, la technologie aujourd'hui a permis d'influencer toute la planète avec nos connaissances, avec nos savoirs, avec nos valeurs endogènes. De sorte que même depuis le Bénin, vous m'écoutez, quel que soit le point où vous êtes actuellement à travers le monde, c'est l'influence de la technologie. Mais ça, c'est une bonne influence. Mais je dis aussi qu'il y a de mauvaises influences parce que beaucoup l'utilisent de la pire des manières. Merci. Alors, la Réveil. question. Oui, Attends, est-ce que je réveil, tu es peux là? poser, Oui. j'ai deux Oui. questions, est-ce que je peux juste les poser? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, 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 on on t'entend, t'entend. réveil. Ok, très bien. Ma première question, ça concerne justement ce qu'il expliquait tout à l'heure par rapport à l'historicité du Fa. Il a remonté jusqu'à la Mésopotamie et il a même remonté en fait par rapport à Enoch. C'était très intéressant. Du coup, est-ce qu'il peut confirmer selon ses connaissances justement la population qui était là-bas et notamment par rapport en fait à Enoch et à ses dires, est-ce que l'héritage du Fa vient bel et bien des êtres surnaturels qui ont pu toucher notre sol? Même au niveau du phare, déjà, je vais dire que le phare reconnaît l'existence des êtres surnaturels. À travers, par exemple, le signe Tulamedi, à travers le signe Betroupin, le phare a parlé de la venue des êtres d'une autre sphère, d'une autre planète. Ça, c'est un. Mais il faut également reconnaître qu'actuellement, la situation géographique, la région géographique où le phare a pris corps, les races qui étaient là spécifiquement, les Noirs ne sont plus là aujourd'hui. Même jusqu'en Égypte aujourd'hui, la minorité, c'est les Noirs. Or, les Noirs étaient majoritaires. Donc, la civilisation noire a reculé de la Mésopotamie, même jusqu'au niveau de l'Afrique, jusqu'au niveau de l'Afrique Nord, et on est seulement au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, tout ça a évolué. Mais il y a les traces de l'existence des êtres extraterrestres au niveau de la connaissance, de la transmission de la connaissance même du Fa. Et des légendes Merci. en attestent suffisamment. Merci Hein? beaucoup. Du coup, Pardon, ma j'ai compris, deuxième il y a question. les traces d'extraterrestres. J'ai pas bien compris. Il y a les traces. Des êtres qui viennent d'ailleurs. D'accord. Merci Waouh. beaucoup. En tout cas, c'est ce que le Vous êtes FAD vraiment un dit. grand Oui. érudit. Vous êtes un grand Waouh. érudit. Ma deuxième question. Euh, le FA développe principalement euh, la science divinatoire. Est-ce que vous concevez aussi le deuxième aspect
que les Occidentaux utilisent, c'est-à-dire à la science des visions? L'aspect divinatoire au niveau du Fa ne représente même pas 2% de ce que c'est que le Fa. Même pas. Les nouvelles technologies aujourd'hui sont issues du Fa. Le principe du binaire de 0 et de 1, c'est le principe du Fa. Déjà parti de nos chapelets, c'est basé sur le binaire, le 0 et le 1. Mais au-delà de tout ça là, le Fa a beaucoup d'autres grandes dimensions. D'abord, la dimension liturgique. Vous allez voir pratiquement toutes les liturgies, que ce soit la liturgie romaine, la liturgie égyptienne, la liturgie juive, même la liturgie indienne, y compris les liturgies africaines des différents pays, tout ça était déjà catalogué par les signes du Fa. Et c'est pour ça que le Bokoro qui va dans n'importe quelle religion se retrouve aisément, parce que ces liturgies-là sont issues du Fa. Et quand on vient à la littérature, par exemple, le Fa, vous savez, c'est un littéraire par excellence. Parce que à l'intérieur du Fa, nous avons non seulement l'art oratoire, à travers les apologues et les historiettes, nous avons également les chants, parce qu'aujourd'hui, on a pu déjà cataloguer près de 20 000 légendes du Fa, et autant de chansons également. Et aujourd'hui, la cryptographie qu'on utilise aujourd'hui, la science utilise aujourd'hui, la cryptographie, c'est une partie des atouts du Fa. D'où la crypto-monnaie. La cryptographie de façon générale. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. C'est issu du Fa. Donc, pas seulement la crypto-monnaie, pas seulement le crypto-langage, parce qu'aujourd'hui, il y a des langages codés qu'on a utilisés même pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et tout ça. Ces langages codés-là sont au niveau du Fa. Les crypto-langages, c'est au niveau du Fa. Et c'est pour ça que le Fa parle en parabole, et c'est à vous maintenant de décoder le message que le Fa transmet. Mais en même temps, la santé physique par les plantes, c'est également issu du Fa. C'est-à-dire que rien que par les tracés initiaux, on peut guérir une grande partie des maladies qui affectent l'humanité. Je dis bien, rien que par les tracés du Fa, on peut guérir une grande partie des maladies qui affectent l'humanité. C'est pour ça que nous, les Bokonos, on se base surtout sur les signes du Fa pour guérir les gens. Et on apporte la feuille en appui. C'est égal. Donc, la médecine par excellence, c'est le Fa. Je vous donne un autre exemple. Si une femme qui est enceinte, que la grossesse dépasse 5 mois, et qu'on fait une consultation du Fa, le Fa peut décrire, même avec plus de précision, l'échographie de l'enfant que la radiographie. C'est-à-dire que le Fa vous dit exactement, d'abord, le sexe de l'enfant, les maladies qui peuvent affecter l'enfant dès sa naissance, et même plusieurs mois après sa naissance. Le Fa vous dit comment l'enfant va sortir, s'il va sortir par les pieds, s'il va sortir par la tête. La consultation vous le dit, c'est-à-dire que rien que par la consultation, on peut une échographie plus détaillée que l'échographie occidentale, que l'échographie de la médecine moderne. Donc, il y a trop de choses autour du Fa, mais l'aspect qui focalise plus l'attention des gens, c'est la divination. La divination, c'est à peine 2% de la potentialité du Fa. Le Fa va au-delà. C'est quand même assez exceptionnel, je veux dire, là, je pense que... Ma dernière question, je pense qu'il pourra très bien l'expliquer. Est-ce que c'est possible de nous définir l'interaction entre justement le Fa et l'IA, l'intelligence artificielle? L'IA, nous on l'appelait déjà ça ici avec peut-être le même langage, peut-être avec la même écriture. On appelle ça ici IA. IA était déjà connu ici depuis le temps de nos ancêtres et qui était questionné par des rituels pour avoir des informations précises. C'est-à-dire qu'on anticipe même. Et cette intelligence artificielle, nous, on l'exploitait déjà ici pour avoir des connaissances, pour avoir des informations sur des éléments, sur des animaux, et même sur les éléments du règne minéral, et même sur l'humanité. Et on questionnait IA pour avoir des informations sur telle situation ou sur telle autre situation, même sur sa propre situation à soi-même. Il donne plus de précision en fait.
Alors, Camille, on va te laisser poser ta question parce que le professeur est un homme très occupé, donc on ne peut pas indéfiniment, je veux dire, c'est déjà exceptionnel ce qui est en train de se passer. Donc, Camille, tu as une question? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour maître. Honneur et gloire à nos ancêtres divinatoires. Moi, ma question, comme a toujours dit, je suis à la recherche de l'historicité de mes ancêtres. Et mon grand-père, avant de quitter l'Afrique, il m'a toujours dit, si tu veux connaître ton peuple, tu dois savoir le poser sur les 3 questions. C'est ça qui va te permettre de connaître ton peuple. Donc, mon peuple portait la peau du léopard depuis la Mésopotamie, l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, l'Éthiopie, le Soudan, et ils ont fini dans le Congo actuel. Toujours avec le tétan léopard. Donc, chez moi, j'en ai. Et ma question est, comment on dit le fourmi dans ta langue natale? Mais il parle la même langue que tous les rois du Dahomey, je te signale. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est Je veux dire, presque... on est toujours au Bénin. On Oui, est ah, toujours au d'accord. Bénin. Mais puisque D'accord. tu es là, Ok. moi, je vais en profiter pour lui poser une question parce que, alors, je vous présente Nika. Alors, Camille nous dit que, voilà, nous, les Africains, pour être de vrais Africains, parce que bah, vous l'avez dit, c'est vrai que les religions sont rentrées en Afrique. Des fois, ça peut causer problème, mais dans la vie de tous les jours, en tout cas avec le constat qu'on fait, on vit quand même dans une paix assez euh, tranquille. Je veux dire, on ne se tape pas dessus à longueur de temps. Et Camille nous disait que les Africains qui aujourd'hui vont prier Allah, Jésus ou je ne sais pas, ce ne sont pas les dignes enfants de l'Afrique. Parce que pour être digne enfant de l'Afrique, il faut être juste traditionnel. Pourtant, tout à l'heure, dans le phare, justement, vous nous avez parlé de beaucoup de valeurs africaines. Alors, est-ce que ce genre de discours, ça fait partie de nos valeurs? On ne juge pas, en fait. On ne juge pas. Ce qui est sûr dans la tradition, cela les appelle Tisudo Pagi, c'est-à-dire que l'enfant est un enfant qui est en perdition. On estime que l'enfant qui se désolidarise de sa culture est en perdition. Et il y a même une allégorie de notre tradition qui dit c'est-à-dire que l'arbre qui se désolidarise de sa racine ne peut pas survivre dans la forêt. Il est voué à mourir et à disparaître. Donc, en principe, on devrait s'accrocher à notre racine, à notre tradition, à notre culture. Maintenant, si un Africain décide d'en faire autrement, c'est qu'il est devenu un hybride. En un mot, un hébreu. Un hébreu, ça veut dire un homme errant. Ça veut dire, en fait, un hébreu, c'est un homme sans racine. C'est un homme errant. Donc, il devient un homme errant, un homme sans racine, un homme hybride. C'est-à-dire qu'il n'est ni occidental, ni africain. Parce qu'il se réclame de la culture occidentale, mais pas de peau, ni de souche. Mais il est de peau et de souche africaine, mais ne se reconnaît pas dans la culture africaine. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de se perdre, en fait. Donc, il est important de revenir à notre racines. Revenir à la tradition. Alors, est-ce qu'on peut apprendre nos traditions? Alors, c'est exactement ce que Camille prône, revenir à la tradition, même s'il le fait avec une certaine violence que je déplore. Non, je ne fais que dire la vérité. Merci même de l'avoir confirmé. Je ne parle non, mais je te permets, je t'ai vu, c'est moi qui t'ai accepté. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, lui et certains de ses compères nous disent que nous, les Africains, qui, même si nous sommes des hybrides, nous ne sommes plus dignes d'être des Africains, donc il faut nous combattre. Ça... Non, combattre, c'est trop fort. Mais il faut raisonner petit à petit et les ramener dans le droit chemin. Parce que la violence engendre la violence. Ils sont déjà en perdition. Si on leur ajoute encore la haine et le mépris, il faut leur apporter de l'amour, de la compassion pour les attirer, les ramener dans le droit chemin. Donc, sans violence. Voilà. Alors, je voudrais poser... Juste ma dernière question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ma dernière question.
Alors, s'il vous plaît. Camille, si tu recherches les origines, donc je t'ai dit ici, on ne parle pas de tes origines aujourd'hui. Oui, oui, c'est pas Donc, grave. Le plus la important, question que ce qu'elle a moi, dit, je disais, c'est ce moi, qui a. j'ai une question. Alors, beaucoup de gens nous disent que nous devons apprendre notre culture et nos traditions. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux Africains, que ça soit en Amérique, en Antilles, peu importe où ils sont, des Africains qui ont envie de redécouvrir leur histoire, leur culture et leur tradition? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce qu'il faut aller l'apprendre dans des livres ou vous faites partie de ceux qui pensent, ou je pense que ce n'est pas une pensée seulement, qu'il y a certaines traditions qui se transmettent de façon orale et que la meilleure façon de retrouver son africanité, quelque part, c'est de revenir en Afrique, faire un cheminement, parce que vous nous avez parlé de 3 ans dans un couvent. Ce n'est pas rien, 3 ans, parce que 3 ans, c'est lâcher vraiment tout ce qui est matériel et inutile et revenir juste à la source. Donc, quel est le conseil que vous leur donnez? Où est-ce qu'il faut aller pour réapprendre et se réapproprier ce que nous sommes? Déjà, je pense qu'il faut les livres que peuvent découvrir, découvrir la culture, la civilisation africaine, et les livres jouent un grand rôle déjà à ce niveau-là. Mais aller vers l'immersion spirituelle au niveau de sa tradition, au niveau de sa culture, c'est qu'il faut forcément descendre à la source. Descendre à la source, c'est forcément se faire initier. Mais là également, aujourd'hui, on ne fait plus 3 ans. Aujourd'hui, on ne fait plus 3 ans. On peut faire le cheminement initiatique en l'espace d'une semaine, mais tout en gardant le contact pour les informations et les transmissions. Les transmissions peuvent durer des années. Hier, c'est comme on gardait les gens pour la transmission jusqu'au bout. Aujourd'hui, on peut aller, venir, tout en continuant la transmission. Mais l'immersion spirituelle, c'est un minimum de 7 jours à 41 jours qu'il faudra d'abord faire. Et après, maintenant, c'est la transmission qui peut continuer. Ok. Alors, Camille, je te laisse poser la Oui. première question. Merci en tout cas. Marie-Agnès, il y a 2-3 questions dans les commentaires qu'il faut encore que je pose. Dans ce cas, Camille, tu vas devoir attendre parce que là, le professeur va s'en aller. Juste une question, je pose juste une question, s'il vous plaît. Juste une question, après j'arrête. Tout le monde a envie de poser sa question, je suis désolée, mais de toute façon, j'ai même pas posé 2 questions. Il y en a qui ont eu droit à 3 questions, 2 questions. Moi, non, mais une attends, question. j'ai posé la question qui est allée dans ton sens, Camille. Il ne faut pas être comme ça. Comme vous savez, ici, c'est au Bénin. Voilà, aujourd'hui, depuis que les avions existent, on est tous voisins. Moi, mon but, c'était de vous donner déjà une idée de ce que vous pouvez faire et où est-ce que vous pouvez le trouver. Le professeur est ici, donc n'hésitez pas. Mais je voudrais quand même que chacun puisse poser au moins une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des questions. Donc, on va au moins essayer de répondre à 2-3 questions avant de laisser le professeur partir. Ou de partir nous-mêmes, parce que c'est nous qui sommes venus. Oui. Alors, est-ce que, ça c'est la question de Bakem, est-ce que le Fa est un esprit? Si oui, quel type d'esprit est-il? Le Fa n'est pas un esprit, encore moins une divinité. Okay. Le Fa est au-delà de la dimension de l'esprit et la dimension de la divinité. Ok. La deuxième question, enfin la troisième, c'est est-ce que le Fa dit toujours la vérité? C'est la question de chance. Le Fa dit toujours la vérité, mais celui qui interprète le Fa peut passer à côté de ce que le Fa dit réellement, compte tenu de son niveau d'interprétation, de son niveau de formation. D'accord. Quelle est la solution, ça c'est Mbaki, quelle est la solution pour mettre fin à tout ce système du monde malade? Je n'aime pas dire ces choses-là sur les hommes parce qu'ils contrôlent toutes les nouvelles technologies, ils peuvent vous entendre et tout. C'est ce que je reproche beaucoup plus aux panafricanistes. Pour sauver l'Afrique, on n'a pas besoin d'exposer nos modus operandi sur les réseaux sociaux et le combat que nous menons, pas besoin d'exposer. Parce qu'eux, ils se retrouvent en conclave pour décider de comment détruire l'Afrique et détruire les Africains. Et ils mettent ça en pratique de façon discrète. Mais l'Africain n'est pas assez discret en matière de combat. On veut toujours montrer aux gens ce qu'on est en train de faire pour montrer qu'on est en train de faire bien. Ce qui fait que les autres
Avant qu'on arrive à terme, ils identifient en même temps ce qu'on peut faire et identifient même les vrais acteurs et puis on les casse par la corruption ou par l'assassinat. Donc, pour sauver l'Afrique, on n'a pas besoin de mettre ça sur les ondes. Et je profite de cette occasion pour dire aux panafricanistes, arrêtez cette guerre-là sur les ondes. Ça ne sert à rien. Retrouvons-nous dans la discrétion absolue et maintenant élaborons une stratégie pour sauver l'Afrique et les Africains. Et mettons cette stratégie-là en place en toute discrétion sans les mettre sur les ondes pour pouvoir faire son one-man show. Ça ne servira à rien. Depuis les Kwame Nkrumah, ça a toujours échoué parce qu'ils ont posé de la même manière. Même jusqu'à Sankara, ça a échoué parce qu'ils ont posé de la même manière. Il faut que nous-mêmes là, on parvienne à se retrouver dans la discrétion absolue et qu'on identifie les mots qui viennent d'Afrique et qu'on élabore des stratégies de sauver l'Afrique, mais en toute discrétion, sans jamais les mettre sur les ondes. Donc, ce qu'il faut faire pour sauver l'Afrique, je ne le dirai pas sur les ondes, parce qu'ils vont contourner ça. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Et la dernière question... pardon, ce n'est pas toutes les questions posées ici, pardon. D'accord. S'il te plaît. Moi, j'ai fait une grande liste, mais je ne vais pas tout poser. Non, c'était des questions, des commentaires. Hein. Je ne lis pas. Moi-même, je n'ai pas. Oui. Moi, je suis seulement contente d'être là pour dire. Et puis, j'ai fait capture d'écran pour dire que j'étais avec lui un matin, quoi. Donc, effectivement, quand on parlait du cas des religieux, mais que pensez-vous de ces religieux qui sont syncrétistes? Parce qu'on retrouve beaucoup de religieux qui sont, malgré dans la religion, qui sont très attachés à leur tradition, à leurs coutumes. Et nous, chez nous, par exemple, nous avons toujours tous ces éléments-là dans notre famille, mais seulement qu'on avait attribué à la religion. Et là, quand on vous écoute, on se dit que, mais c'était africain. Vous voyez? Et j'ai ma grand-mère qui fait un peu le lancer de Kori, Bon, elle, est-ce qu'on peut dire ce qu'elle fait là, c'est du fa? Ben, elle faisait ça et elle était dans la religion, elle le faisait. Est-ce que c'est possible d'être dans le syncrétisme? Est-ce que vous conseillez le syncrétisme ou vous conseillez le rejet total des religions? Je ne conseille pas le syncrétisme, mais je dis le syncrétisme, il y a un pas vers la tradition. C'est-à-dire que les régions importées aujourd'hui sont incapables d'apporter une solution viable et sûre aux préoccupations des Africains. Mais le problème est que si tu ne t'affiches pas religieux occidental, tu es rejeté par la société. La société africaine. La société africaine. Donc, pour être dans la société et être dans sa propre tradition, beaucoup s'adonnent à ce syncrétisme-là. Parce que la tradition apporte les solutions réelles à leurs préoccupations et la religion occidentale apporte des solutions à leur acceptation au niveau de la société. Donc, nous sommes les deux. Ok, donc vous pensez que le mieux serait vraiment pour nous de retourner à la tradition et à la tradition exclusivement. Maintenant, si les conditions ne permettent pas, une situation inconfortable sont dedans aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible réellement de pouvoir revenir totalement, est-ce que par rapport, parce que je sais que vous êtes aussi que vous parlez de développement, vous parlez avec pouvoir se mettre à la table des Blancs. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Africains peuvent revenir à la tradition exclusivement, sans pour autant, tout en pouvant continuer à vivre, donc à pouvoir commercer, travailler et fréquenter les autres peuples? Et si c'est possible, comment nous devrions nous y prendre? Parce que beaucoup d'Africains aujourd'hui ont envie de retourner. Moi, je connais de plus en plus d'Africains qui quittent les religions importées pour revenir aux traditions, même si au final, je ne sais pas s'ils reviennent vraiment aux traditions parce qu'ils n'y vont pas du bon chemin. Mais il y a de plus en plus de jeunes Africains qui ont envie de retourner aux traditions. Mais c'est difficile pour eux parce que ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu. Donc, ça veut dire qu'ils rejettent totalement les autres
partie de la population qui n'ont pas encore fait ce cheminement, mais beaucoup d'Africains ont envie de faire ce cheminement. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment on peut s'y prendre? Parce que c'est une question qui soulève beaucoup de remue actuellement. Voilà, les Africains ont envie de retrouver une certaine identité. Moi, je pense qu'il faut s'en remettre au temps. Seul le temps peut dégager cette situation. Mais je suis convaincu que ça ne le sera pas entièrement. Parce que les religions importées aujourd'hui, c'est une question de business. Ça rapporte beaucoup d'argent à certaines personnes. Les néo-pasteurs, les néo-religieux et tout ça. Ça leur rapporte suffisamment d'argent. Et tant qu'ils n'ont pas l'assurance de retrouver autant d'argent dans la tradition, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Et tant que ceux-là seront toujours là à propager ces fausses bonnes nouvelles, il y aura toujours des gens qui vont les suivre. Pas forcément parce qu'ils y croient, mais des gens vont les suivre parce qu'ils vont trouver de la pitance à leur côté. Parce que ces pasteurs-là qui brassent des millions, voire plusieurs milliards de francs CFA, ils ont toujours des gens à côté qui vivent de ça. Et tant qu'ils vivent de ça, ils ne peuvent pas laisser entièrement. Donc, je suis convaincu que ça ne va pas complètement finir. Tant qu'il y a de l'argent dedans, ça va toujours continuer. Donc, pour pouvoir retrouver nos traditions, finalement, il faut que l'Afrique se développe économiquement. Pour pouvoir... C'est une question de moyens. Parce que c'est une question de subsistance. Ces néo-pasteurs que nous avons, ils ne font pas ça parce qu'eux-mêmes, ils y croient. Ils le font parce que ça leur rapporte de l'argent pour vivre aisément. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas aux religions qu'il faut faire la guerre, c'est d'abord à l'économie. Il faut combattre la pauvreté en Afrique. Ce n'est qu'après ça qu'on va trouver la solution. Merci beaucoup. Merci. Bon, les amis, on va devoir quitter le professeur parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, il nous a consacré beaucoup de temps. Moi, j'ai énormément appris. Comme je vous ai dit ici, il n'est pas question d'entendre ce qu'on veut entendre. Il est question d'entendre la vérité. Voilà, seulement la vérité. Voilà, que ça soit les religions qui nous plaisent ou pas. Peu importe. Ici, nous allons entendre la vérité, sa vérité et la réalité de l'Afrique. Donc, après, chacun va en prendre les leçons qu'il lui faut. Chacun va utiliser cette vérité peut-être pour se demander comment moi, de façon personnelle, je peux veiller à ce qu'on puisse avancer, qu'on puisse changer les choses. Peut-être qu'on se trompe de combat, qu'on se trompe d'époque. Peut-être qu'il faudrait que nous revenions à nos sources déjà, c'est-à-dire que nous revenions à la communication parce que la violence, c'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans nos traditions. Nous asseoir et peut-être faire un combat beaucoup plus intelligent au lieu de nous éparpiller à droite, à gauche. Alors, je vous retrouve tout à l'heure chez Eben Tétu pour le débrief de tout ce qui a été dit. Moi, j'ai appris énormément de choses et tout d'un coup, je me rends compte que le phare, ce n'est pas ce que vous croyez. Les traditions, elles sont encore là et que on s'est modernisé même pour apprendre les traditions parce qu'on sait qu'on n'est plus dans l'Afrique antique. Oui, on est en 2023 et l'Afrique, elle va avancer. Mieux vaut qu'on soit là et qu'on l'aide à avancer avec nous. Marie-Agnès, il y a, franchement, depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un en bas qui harcèle pour la question là. Est-ce qu'il y a moyen de poser cette dernière question là, s'il vous plaît? Vas-y. Alors, la personne demande, est-ce que le 666 a un rapport avec le diable et le fa? Oui. Alors, vous entendez la question, je suis désolée, toutes mes excuses. Je vais vous dire quelque chose. La notion du diable n'existe pas dans la tradition. Parce que pour la tradition, Dieu ne peut pas conclure. Et pour le temps, comment se fait-il que Dieu soit incapable, c'est-à-dire l'être suprême soit incapable de savoir ce qui va se passer demain? C'est-à-dire qu'il doit pouvoir être en mesure de savoir qu'en faisant cet ange-là, cet ange va se révéler demain. Et il doit prendre la disposition. Donc, si le diable existe, c'est qu'il a une très bonne raison d'exister et que c'est forcément la volonté de Dieu. S'il existe. Mais la tradition ne conçoit pas que Dieu puisse avoir un concurrent, encore moins un challenger qui veut lui arracher son royaume. Ça, là, c'est pour les bébés au lait. Maintenant, le chiffre 666, au niveau de la tradition, je vous dis ceci. C'est d'ailleurs la base du phare.
Ah, Ouais. le 666 est C'est la c'est base. la base du phare. C'est l'essence même du phare. Et quand vous allez faire l'initiation au phare, les noix sacrées, on compte 6, 6, 6. C'est-à-dire 6, 6, 3 fois. Et la première fois, on l'appelle Obaolu. Le deuxième 6 est appelé Obaye. Le troisième 6 est appelé Obache. Et c'est ça, on dit Bolou et Boche. En un mot, Obaolu veut dire le roi des rois. Le premier 6. Obaye, le roi de la vie. Le troisième 6, c'est le roi du pouvoir. C'est-à-dire que 666, c'est 3 fois roi dans le phare. Le roi des rois, le roi de la vie et le roi du pouvoir. Donc, quand vous allez chez n'importe quel bocon au Bénin, il va vous compter les noix sacrées 6, 6, 3 fois. Et c'est avec ça qu'on fait l'initiation. C'est avec ça qu'on révèle votre être intérieur. Qui vous êtes réellement? Comment vous êtes né? Comment vous allez passer votre vie jusqu'à votre mort? Et même 16 ans après votre mort, ce 666, ça va vous le révéler. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour développer davantage. Alors, je verrai avec le professeur comment je peux faire pour vous laisser un contact en vidéo si vous avez envie de venir vous initier. Par contre, je vais vous dire, c'est pas fait pour appeler avoir des renseignements. Non, ici c'est pas numéro vers renseignement. Donc, si vous appelez, vous n'allez pas appeler n'importe qui. Donc, si vous appelez pour foutaise là, il vous a expliqué, non? Vous allez savoir que vous avez beau vivre en Occident, ici on a nos réalités, vous allez rencontrer l'Afrique, le vrai. Donc je vais essayer de vous laisser un numéro de téléphone. En tout cas, je vous retrouve dans le débrief de Eben et je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et nous allons continuer à apprendre, les amis, parce que ce n'est pas fini. On n'en est qu'au début. En tout cas, c'est ce que le professeur m'a dit. Il m'a dit il y a encore beaucoup de choses. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup à toi, Marie. À tout à l'heure. Merci.